Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rezaïn. Dans Rezaïn, nous partageons une grosse dose de motivation pour, après un doctorat, réussir votre transition entre le laboratoire académique et l'entreprise privée. Nous sommes 3 docteurs en biologie, travaillant actuellement en entreprise et fondateurs de l'association Resalience PhD. À travers Resalience et ce podcast Rezaïn, nous partageons notre expérience afin que vous puissiez trouver avec succès votre prochain poste. Rezaïn, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, c'est maintenant le 10e épisode de Rezaïn et pour la dixième fois, cette 10e session, je suis aujourd'hui avec Asia. Salut Asia. Yes, Alexis, 10e épisode déjà, c'est juste hallucinant. Je suis hyper contente d'être là en tout cas et de fêter ce 10e épisode avec toi. Allez, aujourd'hui, le thème du jour, chercheur, à quoi t'attendre dans le privé? Aujourd'hui, on va essayer de vous donner un peu notre vision, notre ressenti, notre expérience. Clairement, ce qu'on ne souhaite pas faire aujourd'hui, c'est, sur cet épisode, on ne souhaite pas opposer le privé à l'académique. Ce qu'on souhaite ici, c'est vous partager notre expérience et notre vision et voilà, notre expérience, la façon dont on l'a vécu entre moi qui ai fait une thèse et qui suis ensuite parti dans le privé et Asia qui a fait thèse postdoc et qui ensuite a poursuivi dans le privé. Donc voilà, vraiment j'insiste, aujourd'hui c'est notre point de vue, notre ressenti et en aucun cas on souhaite dire que c'est mieux d'un côté ou de l'autre. Voilà, ce sera à vous ensuite de vous faire votre propre opinion. Maintenant qu'on a fait ce petit disclaimer, on va commencer par les actus. L'actu du moment, là on est en plein dedans, c'est le mentorat. Asia, est-ce que tu peux me dire un petit mot? Où est-ce qu'on en est sur le Yes. mentorat? Yes, alors seconde saison, de mentorat qui a commencé officiellement, il y a à peu près une dizaine de jours, 2 semaines, hein. Donc on a matché tout le monde avec tout le monde, mentor, mentoré et figure-toi que déjà les premiers mentors, mentorés ont fixé le premier rendez-vous. Alors certains ont déjà eu le rendez-vous, certains c'est en cours. Ça se passe très bien, on est hyper contents, on a déjà de super feedback. Donc voilà, tout excité d'avoir lancé ce second épisode et on a hâte que ça se poursuit. Tout à fait. Alors là, en ce moment, je crois qu'on a une soixantaine de mentorés, une soixantaine de mentors, donc ça fait une belle Yes. équipe de un peu plus de 120 personnes. Yes, On en yes. est Alors on je en est dirais même super plus de fiers 60, et super hein. contents. OK. On en a qui nous ont rejoints il y a pas longtemps, Alexis, donc ça arrive un peu au compte-gouttes. On n'a pas encore fait une grosse com pour recruter des mentors, mais en tout cas, juste par nos publications sur LinkedIn, on sollicite on il y a pas mal d'intérêt, donc il y a des gens qui viennent, spontanément nous voir en disant: «Bah, est-ce que je peux être mentor de l'asso?» Donc ça, c'est super chouette et donc maintenant, ouais, je pense qu'on s'approche des 65 voire 70, donc c'est super cool, de mentorer et mentorer, donc avec une liste d'attente également, Alexis, donc de mentorer, donc OK. elle a eu quand même, elle a eu quand même enfin, cette seconde saison a beaucoup, suscité d'intérêt des 2 côtés. Très bien, bah, parfait. Bah, ça y est, hein, cette 2e session, est lancée. Au niveau des actualités sur YouTube, là, depuis quelques jours, on a dépassé les 900 abonnés sur la chaîne YouTube, donc on est vraiment super content de C'est ça. chouette ça. Ouais, vraiment merci beaucoup, à vous tous ceux qui nous écoutez et qui n'êtes pas encore abonnés à la chaîne YouTube. Il y en a beaucoup, je crois qu'il y a quasiment plus de la moitié des personnes qui nous écoutent qui ne sont pas forcément abonnés à la chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous, nous, ça nous permet de grossir et d'être aussi mis en avant par YouTube. Et comme ça, les personnes qui aujourd'hui sont en PhD, en doctorat ou qui sont déjà docteurs, euh, ça va leur permettre d'avoir notre contenu mis en avant par YouTube sur leur espace YouTube et donc voilà, de découvrir le contenu qu'on propose. Également, si on a créé il y a quelques semaines de ça un groupe Telegram, vous avez le lien en description de cet épisode. Le but, c'est d'échanger pour échanger directement avec vous. C'est vrai que voilà, il y a toutes les vidéos, les podcasts qu'on fait. Finalement, il n'y a pas forcément un échange qui se crée puisque c'est nous qui échangeons ou via les interviews, on interviewe des personnes. Et là, ce qu'on voulait, c'est vraiment pouvoir échanger directement avec vous. Et donc, c'est chose qu'on peut faire maintenant via ce canal Telegram que vous allez retrouver en description de l'épisode. Bah écoute,
Je te propose, Asia, qu'on attaque le sujet Yes, du c'est ce que jour. j'allais te dire, j'allais te dire: «Allez, ça y est, assez de suspense, on attaque le sujet qui a l'air passionnant en tout cas». Ouais, donc chercheur, à quoi t'attendre dans le privé? Alors peut-être avant de commencer, à rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être décrire les structures dans lesquelles on travaille avec Asia. On a les structures qui sont un peu différentes et donc du coup, ça peut aussi nous demander, ça va nous les inputs qu'on va vous donner aujourd'hui, notre ressenti en tout cas dépend aussi de la structure à laquelle on appartient. Asia, est-ce que tu peux Yes. nous dire voilà où tu travailles, si tu es ou pas l'entreprise, mais en tout cas plus voilà en termes Non, aucun de souci. nombre de personnes. Absolument, ce qui est très intéressant, Alexis, c'est que toi, tu es dans une grosse structure, tu vas la décrire, tout le monde la connaît et moi, je suis dans une petite start-up, donc tout l'opposé, où on est une dizaine de personnes. Là, c'est une jeune start-up qui a maintenant 3 ans et des poussières, qui est composée pour moitié de PhD, ça aussi, c'est intéressant à à savoir et puis, qui est spécialisée dans tout ce qui est intelligence artificielle appliquée, aux publications scientifiques. Voilà, donc globalement, on est quand même sur un sujet en plein boom, hein, l'intelligence artificielle et puis les publications scientifiques, on connaît, nous, qui sommes des ex-chercheurs. Voilà pour ma part. Très bien. Donc, moi, je travaille chez Thermo Fisher Scientific. Donc, Thermo Fisher Scientific, c'est une entreprise, c'est un groupe hein, qui est présent dans le monde entier. On est un peu plus de 120 000 personnes chez Thermo Fisher Scientific. Donc, voilà, c'est une très, très grosse structure. Donc, effectivement, les process et les façons de faire sont pas forcément les mêmes entre ce que peut connaître Asia et moi, mais en tout cas, bien différents de ce qu'on a pu connaître dans le public en tant que doctorant ou post-doctorant. Absolument et ça va être Euh, intéressant de comparer les 2 également. ouais, très bien. Alors, écoute, on peut commencer notamment sur les conditions de travail. C'est-à-dire, et Asia, peut-être que tu peux commencer là-dessus. Yes. L'idée, c'est, voilà, par rapport à ta façon de travailler, d'organiser tes semaines lorsque tu étais à la paillasse et aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être ressemblant? Qu'est-ce qui peut être différent? Comment est-ce que tu le vis? En plus, tu as une vie de famille à côté. Yes, comme toi également d'ailleurs. Tout à fait, ouais, exactement. Donc oui, enfin, je dirais, ouais, au niveau des conditions de travail, la première chose qui saute aux yeux, c'est, déjà d'avoir des horaires fixes, hein, 9:00, 18:00, d'accord? Alors, je t'avoue pour la petite anecdote, quand j'ai commencé les premiers jours, moi j'étais encore, tu vois, dans ma tête de postdoc où tu as pas de limite en fait, tu commences très tôt, tu finis très tard, tu travailles les week-ends, c'est le cas aussi, des doctorants. Donc tu as pas de limite, tu sais pas ce que c'est que les heures supplémentaires, tu vois? Donc tu es pas cadré sur tout ça. Et bah, quand tu commences un job dans le privé, bah, là, tu te rends compte que non, en fait, tu as des horaires, et puis qu'après tes horaires, beh, tu pas à travailler, en fait. Parce que si tu travailles en plus, c'est des heures supplémentaires et on doit te payer pour ça et puis c'est pas ce qui est, prévu dans le contrat, tu vois? Donc déjà, tu es hyper cadré et rien que ça, je veux dire, quand on a une vie de famille, qu'on veut avoir une vie sociale, qu'on veut pouvoir faire des activités, extra-activités, machin, loisirs, machin, ça change la vie. Franchement, moi perso, moi qui a des enfants en bas âge, ça m'a permis, ouais, beh, de pouvoir avoir mes soirées sans bosser. C'est un enfin, franchement un luxe quand tu sors de postdoc thèse, d'avoir mes week-ends sans devoir aller au labo et m'organiser en fonction du labo. Là, j'ai mes week-ends, donc je peux organiser des choses et tout. Donc ça, c'est hyper plaisant. Vraiment pour moi, Alexis, je sais pas toi ce que tu en penses, mais ça fait déjà un gros changement. Non, tout à fait, effectivement. Alors, je pense qu'on va pas avoir exactement le même type de contrat de travail. Alors moi, je suis commercial, donc en général, donc je suis commercial itinérant, ce qu'on appelle, donc sur le terrain. Donc en fait, moi, j'ai pas un nombre d'heures par semaine à faire, mais c'est un nombre de jours à travailler par an. Cependant, aujourd'hui, il y a des réglementations assez strictes et assez suivies aussi par les entreprises qui s'appellent le droit à la déconnexion. Donc en fait, moi, étant commercial itinérant, j'ai tous mes outils de travail à la maison, hein, mon ordinateur, mon téléphone, ma tablette. Je suis pas au bureau quand je suis pas en déplacement chez des clients, je suis chez moi. Et donc voilà, en fait, le droit à la déconnexion impose par jour en fait un nombre d'heures de déconnexion entre la veille au soir et le lendemain matin. Et c'est assez suivi par les entreprises. Donc effectivement beaucoup plus de latitude dans mes horaires de travail. Plus de travail le week-end. Contrairement au laboratoire où c'était assez régulier d'aller changer des milieux de cellules le samedi ou le dimanche pour avoir la culture prête, ou des fois juste décongeler, ensemencer le samedi ou le dimanche pour avoir des cellules prêtes pour des manips le lundi. Aujourd'hui, ça m'arrive quasiment jamais de travailler le week-end. Alors ça peut arriver, hein. Il y a des fois, il y a des pics d'activité.
sur des périodes données. Et là, effectivement, il faut s'investir un peu plus, beaucoup plus, voire de temps en temps. Mais voilà, c'est pas en tout cas la règle sur l'ensemble de l'année. Euh, Peut-être deuxième point qui lie un peu aussi les conditions de travail, c'est au niveau de l'évolution professionnelle. Je ne sais pas si Asia, tu veux Oui, réagir oui, oui, là-dessus. ça c'est alors l'évolution professionnelle et puis l'évolution, en termes des activités, des tâches, des missions. Moi j'ai vu que enfin quand j'ai démarré, j'avais certaines tâches, soit 3 ou 4 tâches différentes et puis, ben j'ai évolué et ça a énormément évolué. J'ai pris en responsabilité, je fais des choses différentes aujourd'hui. Voilà, c'est hyper flexible. Alors je sais pas toi Alexis, mais moi au bout d'un an, clairement, j'ai au moins 30 de mes missions qui ont changé et pour lesquelles j'ai quand même je suis montée en responsabilité et je suis montée également en compétences. Donc c'est super de voir en si peu de temps comment on peut, évoluer dans une entreprise privée. Ça, je trouve super chouette. Oui, effectivement, en termes d'évolution professionnelle, donc moi j'ai commencé en 2015. Je dois être aujourd'hui à mon troisième poste. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les environ 2 à 3 ans, on va dire, je change de poste. Et là, c'est ma volonté parce que je souhaite évoluer au sein de cette entreprise. Et c'est vrai que le fait d'appartenir à un gros groupe offre pas mal de possibilités. Et pour ceux ou celles qui ne seraient pas dans un grand groupe, les possibilités, vous pouvez également les avoir sur d'autres entreprises. Donc, vous verrez, en général, quand on commence une carrière, c'est très rare qu'on fasse toute sa carrière au même poste au sein de la même entreprise. Donc, on peut évoluer sur différents postes au sein d'une même entreprise ou évoluer sur des postes similaires, mais dans des entreprises différentes. Et ça peut aussi boucler avec la question du salaire et notamment l'évolution du salaire au cours des années. En général, les plus gros gaps de salaire que vous allez faire, c'est quand vous changez de poste au sein d'une entreprise ou quand vous changez d'entreprise. C'est là où vous allez avoir la plus grosse possibilité ou en tout cas marge de négociation. En tout cas, c'est là où vous allez faire les plus gros gaps en termes de salaire quand vous allez changer de poste au sein d'une même entreprise ou en changeant d'entreprise. Absolument et puis on peut aussi négocier une augmentation de salaire à la fin de l'année, enfin voilà. On a des réunions de suivi pour parler carrière également. Enfin moi ce qui est très plaisant, c'est que les réunions qu'on pouvait avoir en recherche académique avec mon directeur de recherche pour parler des manips et de l'évolution, des expériences et de papier, là on parle vraiment de carrière. On parle vraiment d'évolution, on parle de comment tu te sens au sein de l'entreprise, comment tu te verrais au bout de 2 ans, en termes de mission, est-ce que ça te va, est-ce que ça te va pas? Enfin voilà, c'est des points qu'on n'aborde pas forcément avec son directeur de recherche parce que, ben, on est en thèse ou on est en postdoc, on a des contrats déjà, voilà, c'est assez précaire, hein. Tu as un contrat de 2 3 ans, bah, après tu t'en vas, tu sais pas ce que tu deviens. Là, vraiment, si ça se passe bien, qu'on fait ses preuves, on peut vraiment avoir des discussions, voilà, où on se projette dans du long terme, dans une évolution de carrière. Comme tu disais, on peut passer d'un poste à un autre et ça, c'est assez plaisant d'avoir cette vision plus à long terme, plutôt de dire au lieu de dire en postdoc: «Bah, j'ai mon contrat qui s'arrête dans 2 ans, je sais pas ce que je vais faire ensuite». Ouais, effectivement, hein, tout à fait. Aujourd'hui, il faut savoir que pour une entreprise, un salarié qui s'en va, c'est un coût important parce que ça veut dire qu'il va falloir recruter quelqu'un, ça veut dire qu'il va falloir former quelqu'un. Et tant que la personne n'est pas recrutée et formée, ben, ça veut dire que le travail va être dispatché sur d'autres personnes. Et donc, l'entreprise n'est pas dans une position optimale pour développer au maximum ses focus et ses objectifs. Donc aujourd'hui, c'est une entreprise, c'est dans son intérêt aussi de vous garder, de vous faire évoluer si vous êtes bon, de pouvoir vous faire évoluer sur les postes que vous avez envie d'atteindre. Et c'est aussi, alors en tout cas moi pour ma structure, hein, 2 fois par an, il y a des échanges qui sont, alors c'est des choses très formelles, hein, et suivies par l'entreprise, des échanges avec le manager, un peu des évaluations en fait, mais une partie importante de cette évaluation est aussi sur le développement et la vision et les envies à court, moyen et long terme pour savoir, voilà, aujourd'hui on est le poste dans lequel on est, mais quelles sont nos envies dans 2 ans et dans 5 ans. Et le but du manager, c'est aussi de vous aider à atteindre vos objectifs et de vous développer sur les postes sur lesquels vous souhaitez aller. Je crois que tu as fait une belle transition, Alexis, sur le management peut-être, hein? Oui, tout à On peut fait, ouais. enchaîner? Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est quelque chose de très, très, très important le management et je te cache pas Alexis, c'est quelque chose que j'ai découvert, hein, dans le privé.
Je trouve personnellement que, en tout cas, mes directeurs, enfin, quand j'étais en recherche académique, thèse post-doc, moi, j'avais beaucoup de mal avec le management. Alors certes, il y a beaucoup d'autonomie, mais voilà, c'est pas hyper cadré, il y a pas de j'en parlerai de la méthode agile que j'ai aujourd'hui dans mon entreprise. Mais voilà, donc moi, je me rappelle quand j'étais postdoc, je veux pas dire que je suis livrée à moi-même, hein, j'étais autonome, responsable et cetera. Mais bon, j'avais envie de faire des reportings, je les faisais tous les 2-3 mois et puis, on se croisait, on brainstormait, enfin voilà, il y a pas, si tu veux, un management très rapproché où, 1 fois par semaine on discute, où on fixe des objectifs, où on discute même, ne serait-ce que discuter déjà de comment ça se passe, tu vois? De faire des points sur comment tu te sens, comment ça se passe, que tout va bien, tu vois? Enfin, jamais de la vie, mon directeur de recherche, je le croisais juste pour présenter les résultats et encore une fois, c'était à des fréquences, que moi j'ai décidé à un moment donné, voilà. Le management pour moi me manquait énormément, en recherche académique, thèse et postdoc. Et puis j'ai vraiment découvert ça, quand j'ai intégré Obsidia, ma start-up actuelle, où là, ouais, je découvrais ce que c'était quoi le management, quoi. Nous, on est dans une méthode agile, tous les matins, on fait ce qu'on appelle un hello, on fait une réunion pour se réunir, chacun parle de ce qu'il va faire, dans la journée ou dans la semaine, le lundi. On sait ce que fait tout le monde, il y a une certaine transparence, on rebondit quand l'un rencontre des difficultés. Enfin, c'est ça aussi, c'est le côté, team spirit et la transparence et je trouve que c'est génial parce qu'on sait où on va, tu vois? On avance tous ensemble dans la même direction, on sait qui fait quoi et on combine nos forces et ouais, c'est nettement mieux. Franchement, c'est nettement mieux en termes d'efficacité. Voilà, c'était pour partager mon expérience, sur ce point, qui me semble majeur. Ouais, et alors effectivement, la relation hiérarchique est beaucoup plus marquée que ce qu'on a pu connaître. Mais ça peut aussi, peut-être le bémol qu'il peut y avoir, c'est en général aussi peut-être plus de reporting. Aujourd'hui, c'est important à son manager de lui donner de la visibilité sur ce qu'on fait, quel est notre plan d'action. En tout cas, là, je parle pour moi, hein, c'est important de donner de la visibilité à son manager et à son organisation. Est-ce qu'on a bien ciblé les focus? Qu'est-ce qu'on souhaite développer? Qu'est-ce qu'on souhaite mettre en place? Quelles sont les actions qu'on va mettre en place? Où est-ce qu'on va focaliser son énergie? Sur quel type de produit? Chez quel type de client? Donc, effectivement, il y a toute une partie planification stratégique qui est hyper importante. Et finalement, un manager et une organisation, en tout cas sur des fonctions commerciales, va vous demander, OK, voilà ton objectif, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour l'atteindre. Et régulièrement, c'est se rechallenger par rapport à ce plan d'action. OK, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bien fonctionné et du coup, il va falloir peut-être renforcer ces actions-là? Au contraire, peut-être des choses qui ne marchent pas et donc peut-être les oublier ou les améliorer et les réaligner avec les objectifs. Donc effectivement, il y a toute une partie stratégie et planification qui est beaucoup plus importante que, en tout cas moi, ce que j'ai pu connaître pendant la période dans l'académique. Oui, Asia. Yes, je rajouterais à ça que certes, effectivement, il y a un suivi des process, assez rapproché et un rapport avec son manager assez rapproché et tant mieux, j'ai envie de dire et en même temps, en termes d'autonomie, moi, j'ai pas trop vu de différence entre recherche académique et maintenant. On est autant autonome, même avec autant de process, si tu veux, tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on fait pas mal de reporting et cetera, qu'on est moins autonome et moins flexible dans les prises de décision. Donc ça, je voulais juste le souligner à Alexis pour Ouais, ouais, j'ai autant d'autonomie de quand j'étais postdoc que quand je suis aujourd'hui chef de projet, tu vois? Donc ouais. voilà, il faut bien distinguer les 2. Je pense que l'autonomie dépend aussi beaucoup de la confiance qu'a l'organisation ou votre manager en vous, en fait. Effectivement, plus il va être en doute par rapport à ce que vous faites ou votre sens de l'organisation ou la façon dont vous planifiez votre action, plus il sera potentiellement sur votre dos. À l'inverse, s'il voit qu'effectivement vous maîtrisez votre business et que vous savez où vous allez, il n'y a pas de raison qu'il soit plus sur votre dos que ça. Après, voilà, ça dépend des styles de management. Il y a ce qu'on appelle aussi le micro-management, c'est-à-dire le manager qui veut tout savoir de ce que vous avez fait du lundi au vendredi, minute par minute. Euh, voilà. Après, si cette méthode de management ne vous convient pas, libre à vous de changer de poste, de manager ou d'organisation. Oui, oui et puis, c'est comme tout, hein, quand, que ce soit, quand on démarre un postdoc, quand on démarre un poste dans le privé, bah, il faut faire ses preuves. Comme tu dis Alexis, il faut gagner la confiance aussi de son manager, de son équipe et à partir de là, quand vous gagnez la confiance, vous avez quand même beaucoup plus de flexibilité, d'indépendance, d'autonomie dans votre travail. Ouais, et finalement, je pense que ça, c'est vrai, que ce soit dans l'académique ou dans le privé, hein. À partir du moment où il y a une confiance du manager dans votre travail, Yes.
et si la confiance elle y est pas, c'est que c'est peut-être pas le bon manager qu'il vous faut, et il est peut-être temps de réfléchir à autre chose. L'esprit d'équipe. Est-ce qu'au niveau de l'esprit d'équipe, Asia, tu as pu voir des différences? Écoute, moi en thèse, il y a eu l'esprit d'équipe. On était une petite équipe donc ça je l'avais senti. En postdoc moins. En postdoc moins, je j'ai l'impression qu'on avait beaucoup plus de pression en postdoc où, bah, les postdocs entre nous, chacune avait son projet, tu vois? On travaillait avec les ingénieurs tech mais je trouvais que voilà, enfin après c'est aussi le management, hein, on y revient. Le directeur de recherche opposait un petit peu les postdocs entre eux, donc voilà, tu vois? C'était un peu compliqué comme ambiance, il y a le stress, la pression de publier, moi j'étais dans une atmosphère qui était pas super saine, autant te dire. Donc c'est vrai que j'ai pas mal vécu moi de «solitude» entre guillemets où, chacun faisait sa course et chacun voulait enfin c'était pas mon délire à moi, hein, mais j'étais dans ce délire-là et chaque postdoc voulait vraiment montrer qu'il était le meilleur. J'aimais pas ça du tout, malheureusement. Donc déjà c'est pas facile quand on est postdoc, on a la pression, de publier et cetera et si en plus on est dans une ambiance pas super, bon, c'est pas top. N'empêche, j'ai eu de la chance, et il faut parler enfin, ça dépend des entreprises où on atterrit, mais perso, moi, dans la première entreprise que je là, dans la start-up où je suis actuellement, on est déjà pas nombreux, donc on est une dizaine. On a cette méthode agile, on sait qui fait quoi. C'est une équipe multidisciplinaire, multiculturelle, on s'entend super bien, il y a une bonne ambiance. Donc pour le coup, là-dessus, c'est, 20 sur 20. Je suis hyper contente et effectivement, comme on travaille tous ensemble les uns avec les autres, chacun est complémentaire, oui, je peux dire que l'esprit d'équipe, voilà, la vraie définition de l'esprit d'équipe, je la connais aujourd'hui. Mais bon, après, comme je t'ai dit, hein, c'est vraiment, ça dépend des circonstances. Est-ce que c'est l'entreprise que j'ai rejoint? Est-ce que c'est, voilà, c'est sûr que c'est très dépendant de l'environnement, mais en tout cas, moi, ouais, j'ai cette fracture-là entre recherche académique où j'ai connu pas mal de solitude, de pression, de publication, etc., ou des directeurs qui opposent les unes et les autres, versus start-up, ambiance start-up, où là, franchement, on travaille tous ensemble, on avance tous dans la même direction, et ça, quand même, ça fait beaucoup de bien. Ouais, je suis assez d'accord avec ça où, alors moi dans mon équipe, quand j'étais en thèse, finalement alors pas chaque personne, mais par groupe de 2-3 personnes avait son projet en fait. Donc finalement on avançait tous pour le bien de l'équipe, mais chacun avait son projet. Donc oui, il y avait un esprit d'équipe dans le sens où moi si j'avais besoin de solliciter un de mes collègues, il y avait aucun problème et tout le monde s'aidait et s'entraidait. Et là où c'est peut être différent aujourd'hui, c'est que finalement, on a tous pour but commun de faire avancer l'entreprise. Donc finalement, il n'y a pas tant que ça de projets en parallèle, puisque le but final, c'est de servir au mieux le client sur les meilleurs produits possibles dans les meilleurs délais. Et finalement, quelle que soit la personne dans l'organisation et quel que soit son poste, bah, in fine, pour une entreprise, c'est de vendre un produit et donc d'avoir un haut niveau de satisfaction client. Donc finalement, tout le monde avance sur cet objectif-là. Et je rajouterais même, c'est-à-dire que c'est très intéressant si on creuse un tout petit peu. Moi, je reviens en postdoc ou en thèse. C'est-à-dire qu'il y a pas ce management qui t'intègre, tu vois, dans une vision plus long terme où, on fait ça pour le bien du labo, pour la réussite du labo, pour machin, pour avoir des financements. On sait qu'on a une thèse, on fait son job, on sort des résultats, on sait qu'on s'en va dans 3 4 ans. Là, si tu veux, tu es intégré dans une sorte de dynamique où tu sais que la réussite de l'entreprise, c'est aussi ta réussite à toi. Si l'entreprise réussit, et ben, toi aussi, tu vas pouvoir évoluer, toi aussi, tu vas pouvoir monter en responsabilité, toi aussi, tu vas avoir des opportunités. Donc on t'intègre dans le bateau, tu es dans le bateau, tu navigues avec tout le monde et tu as cette vision de, comme tu dis: «On fusionne nos forces, on y va» et c'est ça que je trouve génial, pour le coup. Ouais, non, tout à fait, ouais. Peut-être autre point qu'on peut aborder, c'est la partie salaire. Est-ce que tu veux commencer là-dessus, Asia? La partie salaire, tu dis, Alexis? Ouais, ouais. Oui, oui, bah, clairement, moi, j'ai vu une amélioration. Alors, je sais pas si je suis chanceuse ou pas, mais moi, mes années de postdoc ont été pris en compte. Est-ce que c'est parce que mon manager, est lui-même, ancien, thésard, donc il a une thèse en physique, c'est un PhD aussi, donc il sait très bien la valeur que c'est, d'avoir en plus 5 ans, après la thèse. Donc moi, tout ça, ça a été pris en compte, donc je suis contente. J'ai pu le négocier également et puis la possibilité aussi d'avoir une petite, tu vois, une augmentation à la fin de l'année que j'ai eue. Enfin voilà et des perspectives, plus j'aurai de missions et de responsabilités, je sais que mon salaire suivra après. Donc Mmh. donc là-dessus, moi il y a rien à dire. Je peux te dire que c'est mieux du côté privé. Ouais, non, effectivement et je pense au-delà de, alors effectivement les salaires en sortie de thèse, là aujourd'hui je voyais passer des offres d'emploi sur des métiers, de commerciaux et même enfin de commerciaux,
va dire juniors, hein, c'est-à-dire que des personnes potentiellement qui sortent de thèse peuvent convenir. Aujourd'hui, le niveau de rémunération, on est entre 30 et 40 000 euros brut annuels, en sachant que quand vous êtes commercial, votre salaire est séparé en deux parties. Vous avez une partie fixe qui tombe tous les mois et une partie variable qui est en fonction de vos objectifs de résultats que vous touchez ou pas. Donc en général, quand on fait la somme de la partie fixe plus la partie variable à 100% des objectifs, voilà, on est sur a priori aujourd'hui 30 à 40 000 euros brut annuels, ce qui est correct. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux qu'un postdoc, par exemple. Par contre, là où se fait le vrai gap, ça va être sur l'évolution professionnelle. C'est ça. Et je pense que effectivement, si le point de départ, alors même si le point de départ est quand même meilleur dans le privé, la vraie différence va se faire au bout de 3, 5, 10 ans, où l'écart en fonction de l'évolution que vous souhaitez avoir peut réellement se creuser. Et je pense qu'assez rapidement, vous pouvez obtenir des salaires de directeur de recherche ou de professeur, quoi. Et oui, et j'insiste par rapport au diplôme également, Alexis, le fait d'avoir un PhD te permet d'évoluer plus vite dans la carrière. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce Ouais, et que ne j'ai limite pas constaté, là-dedans, ouais, Alexis, hein. tout à fait. Donc Ouais. on le voit pas tout de suite dès le départ sur le premier salaire, mais n'empêche, le fait d'avoir un PhD te permet d'atteindre certains postes à responsabilité que tu ne pourrais peut-être pas, si tu avais juste un master, par exemple. Donc on le sent, il faut patienter, c'est sûr. Faut pas se dire tout de suite: «Je vais avoir un super salaire, ça va être génial». Il y a des variables, comme disait Alexis, il y a des augmentations de salaire qu'on peut négocier à la fin de l'année et cetera dans le contrat. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut faire ses preuves et encore une fois, cette possibilité d'évoluer dans la carrière, de monter en compétences, de monter en responsabilité fait que forcément derrière le salaire il suit et il suit bien. Donc ça à en prendre en compte également, dans l'insertion d'une entreprise. Ouais, et là-dessus, si vous êtes actuellement en recherche d'emploi, sur la partie salaire, ne vous arrêtez pas qu'au salaire. C'est-à-dire que si vous pensez qu'effectivement vous valez plus, que le salaire qu'on vous propose n'est pas suffisant, je pense qu'aujourd'hui, si vous n'avez jamais travaillé en entreprise, votre préoccupation première doit être d'avoir une première expérience dans le privé. Une fois que vous aurez cette première expérience et que vous allez chercher soit un autre poste au sein de l'entreprise ou un poste dans une autre entreprise, ben, votre profil sera complètement différent parce que vous n'êtes plus un chercheur en fait. Vous êtes dans mon cas par exemple, un commercial avec un background scientifique, ce qui change absolument tout par rapport à votre valeur sur le marché du travail. Yes, Oui, on vous voulez. n'arrête pas de le dire, Alexis, tout le temps, hein. Le plus difficile, lorsque vous êtes dans cette période de transition, c'est de mettre un premier pied dans le privé. Oui, Vraiment, tout à c'est le fait. plus dur, donc Oui. gardez bien ça en tête. Après voilà, hein, faut aussi apprendre à négocier également en entretien, ça n'empêche que voilà, on peut il y a on a une marge de manœuvre, mais gardez bien ça en tête. Une fois que vous entrez, comme dit Alexis, après vous avez plus d'opportunités, vous êtes chassé plus facilement et surtout votre profil est beaucoup plus attractif à ce moment-là. Tout à fait, Asia. Bah, écoute, je pense qu'on a pas mal fait le tour des points qu'on souhaitait aborder. Peut-être en conclusion, on peut se poser chacun une question. Aujourd'hui, Asia, est-ce que tu regrettes d'être parti de la recherche académique? Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, la paillasse te manque et les conditions que tu pouvais avoir ou que tu aurais pu avoir en tant que maître de conférence ou chargé de recherche te font regretter ce choix d'être parti dans le privé? Alors il y a 2 choses, Alexis. La première chose, c'est que je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que j'ai bien réfléchi, j'ai mis du temps dans ma période de transition, ça a pas duré 1, 2, 3 mois, ça a duré plus longtemps que ça, donc j'ai pu vraiment prendre le temps de couper le cordon avec la recherche académique. Moi qui ai passé quand même plus de temps, Alexis, avec 2 post-docs, hein, environ presque 9, 10 ans, de recherche AK. Donc oui, je ne regrette pas parce que pour moi, comme je disais au tout début et à travers tout ce qu'on s'est raconté Alexis, j'y trouve mon compte. J'arrive à, tu vois, avoir, une vie de famille, j'arrive à avoir, du temps pour moi et ça je pense que c'est important à prendre en compte dans un métier aussi. Voilà, on ne vit pas que pour son métier également. Donc pour plein de choses comme ça, moi je regrette pas. Après, bien évidemment, hein, je regrette pas la paillasse non plus. Je pense à la fin de mon deuxième postdoc, je pense que j'en ai même marre de la paillasse, quoi, tu vois? Voilà et après effectivement, moi j'ai des amis qui sont chercheurs aujourd'hui, ils passent énormément de leur temps à faire des demandes de financement, j'en ai une qui s'est déboîté l'épaule il y a pas longtemps, enfin franchement ça m'excite pas du tout et comme moi je suis quelqu'un qui aime plutôt la com, qui aime bien travailler dans un esprit, enfin dans un environnement stimulant, j'aime que ça bouge, j'aime que ça change, j'aime faire plusieurs choses en même temps et franchement la start-up m'offre ça aujourd'hui, tu vois? De faire plein de choses en même temps, dans mon poste de chef de projet, donc je suis plutôt contente. Après voilà, petite parenthèse que je mettrai, je te cache pas que je suis sortie de ma zone de confort, moi qui ai
une expertise en immuno-onco. Aujourd'hui, je fais plus de l'immuno-onco, d'accord? Donc j'ai fait ce choix et c'était peut-être un risque ou un challenge, hein, de dire: «Moi, je m'éloigne de cette expertise-là». Je suis contente aujourd'hui. C'est vrai que des fois, ça me manque le côté très scientifique, tu vois? De réfléchir, de brainstormer, sur les sujets de recherche. Voilà, c'est vraiment le petit truc, moi, qui me passionnait dans la recherche, qui que j'ai pas aujourd'hui et qui parfois effectivement me fait un petit peu de nostalgie. N'empêche, comme je travaille beaucoup sur la bibliographie, les états de l'art, les articles scientifiques, voilà, je suis quand même dans l'univers, je me suis pas non plus très, très, très éloignée, mais c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup et sait-on jamais, hein, dans une carrière, il y a aussi plusieurs métiers. Je pourrais, plus tard me rapprocher plus de la partie scientifique, why not? Mais voilà, globalement, plutôt positif, Alexis. Bah écoute, parfait. Moi, c'est pareil, hein, de mon côté, aujourd'hui, je ne reviendrai pas en arrière. La thèse, c'était un super moment. C'est-à-dire que vraiment, j'ai aucun regret. Si c'était à refaire à l'âge que j'avais à l'époque, je re-signerais, mais sans hésitation, parce que c'était juste incroyable de pouvoir mener à bien un projet de recherche pendant 3 ans. C'est des périodes très intenses, des périodes de doute, des périodes pas faciles, mais aussi des périodes, voilà, quand on arrive à sortir un résultat sur une manip où ça fait 10 fois qu'on l'a refait, on n'arrive pas à voir sa protéine et que finalement on arrive à réussir son IP et qu'en plus le résultat va dans le sens de l'hypothèse, et c'est des moments incroyables à vivre. La rédaction de la thèse, c'est pas facile, c'est beaucoup, c'est beaucoup de temps, d'efforts. Mais finalement, quand on regarde son manuscrit quelques années après, bah, ça apporte une certaine fierté en fait, de savoir qu'on a été capable à un moment donné dans sa vie de pouvoir engager autant de travail, et ça rassure aussi derrière, des fois par rapport à des épreuves, enfin, des choses qui peuvent vous être demandées en entreprise ou d'ailleurs à titre personnel. Mais vous savez qu'aujourd'hui, vous avez une capacité de travail qui est peut-être supérieure à la moyenne. Et donc ça, ce travail-là, cette capacité de travail peut vous permettre de réussir pas mal de choses. Donc aujourd'hui, si c'était à refaire, je referais. Par contre, je ne reviendrai pas en arrière. Et aujourd'hui, je suis sûr, je retournerai jamais dans l'académique, parce que le boulot que j'exerce aujourd'hui, donc aujourd'hui, moi, je suis senior qui est compte manager. Je prends un plaisir immense à exercer ce travail au quotidien, parce que pour beaucoup de mes clients, ce sont les personnes avec qui j'échange au quotidien, ce sont des chercheurs, et donc qui me parlent de leurs projets de recherche, et j'essaie de leur trouver des solutions par rapport avec le portefeuille de produits et de solutions que propose mon entreprise. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me passionne. C'est ça, Alexis, c'est-à-dire cette adrénaline, Alexis, qu'on avait quand on était en recherche, tu pour faire tes manips, tes expériences et là, tu attends ce résultat, tu as des frissons et cetera. Là, tu as le résultat, tu c'est l'extase. Ce truc-là, tu peux aller le Yes. retrouver ailleurs. C'est ça qui est important, c'est transposable. Cette adrénaline, tu vas l'avoir quand tu atteins tes objectifs, quand tu es dans le privé, quand tu as galéré pour un truc et finalement tu as ciblé le truc. Enfin voilà, tout ça, c'est transposable. Il faut pas se dire: «Ah finalement tout ça, cette excitation, je l'aurai plus». Si, tu l'auras, mais je dirais le seul conseil que je peux te donner en tout cas, c'est de choisir un métier dans lequel on prend autant de plaisir. On prend du plaisir, tu vois? Un métier où on prend pas du plaisir, on y va, on est dégoûté, on voilà, ça nous intéresse pas, on le fait parce qu'on est forcé, forcément ça va te faire retourner à la nostalgie de la recherche, c'était génial. Mais par contre, si tu trouves un métier qui est hyper stimulant, où tu apprends tout le temps, où tu montes en compétences, tu trouveras ton compte forcément. Et au final, tu diras: «Bah ouais, carrément, je regrette pas d'avoir switché». Donc ça, c'était important, de souligner. Ouais, et il y en a beaucoup, hein, des métiers comme ça. C'est-à-dire que quand on est en thèse, et c'était aussi certainement mon cas, comme on n'a pas la vision de toutes les possibilités que peuvent offrir le doctorat, c'est vrai qu'on se focalise sur la recherche ou les métiers de la recherche, mais derrière, les possibilités, elles sont énormes, et il y a un nombre d'opportunités avec un doctorat en poche qui sont importantes, et sur des postes et des carrières hyper intéressantes sur lesquelles vous allez, enfin, vous verrez, vous allez vous éclater là-dedans, quoi. Absolument. Donc voilà, on voulait finir sur ce message positif. Yes. Mais voilà, et c'est pour ça aussi qu'on insiste beaucoup avec Résilience sur la préparation de l'après-thèse. Parce que ce qu'il faut, je pense, la pire des situations, c'est faire un choix par défaut. Se retrouver dans une situation parce qu'on l'a pas anticipé, et finalement on se retrouve sur un métier qu'on n'a pas choisi, et finalement on se dit, bah, j'ai fait 8 ans d'études, et en fait ça sert à rien parce que je fais un métier qui me plaît pas. Et c'est la préparation qui va vous aider justement à passer, à ne pas tomber dans ce cas-là. Alors, je dis pas que c'est simple, parce que c'est compliqué, vraiment. Surtout, c'est des grandes périodes de doute. Hier, j'ai échangé avec ma mentorée. Alors, elle est assez avancée, hein, par rapport au processus de recrutement. Elle commence à avoir des entretiens. Hier, elle me partageait
un retour d'expérience qui était assez incroyable. J'ai trouvé ça hyper parlant. Elle me disait, en fait, au début, je savais pas exactement ce que je cherchais comme métier. Je postulais, j'avais zéro retour. Et à partir du moment où elle a su ce qu'elle voulait faire, elle a commencé à avoir des retours positifs. Et au final, elle est sur 3 ou 4 entretiens, Mmh. alors que c'est la même personne à quelques semaines d'écart. C'est juste le focus qui a changé. Elle a trouvé ce qu'elle voulait faire. Et comme elle avait un but, elle a mis en place le plan d'action qu'il fallait. Et donc derrière, en fait, ça a été le jour et la nuit sur les résultats qu'elle a pu obtenir. Génial. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup Asia pour cet épisode. Je me suis Rejoignez-nous sur éclatée, c'était Telegram. super. Merci Alexis. C'était un vrai, vrai plaisir. J'espère que ça vous plaira autant, ceux qui nous écoutent. Allez, ça marche. Ciao et à très bientôt et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la chaîne YouTube. Merci, Ciao. ciao tout le monde.